Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Il est universitaire, essayiste et écrivain. Il s'est fait connaître du grand public en 1998 avec Bleu, Blanc, Rouge. Suivront d'autres succès comme Vers cassé ou Mémoire de porc-épic. Né au Congo, il a vécu en France avant de s'installer aux États-Unis. Dans Petit Piment, son 11e roman, il raconte le destin d'un jeune orphelin dans le Congo révolutionnaire. L'occasion de revenir sur l'histoire de son pays natal et de nous plonger dans son univers avec des yeux d'enfant. Alain Maboncou est mon invité. Bonjour Alain Maboncou. Bonjour et merci de m'inviter. Oui, très heureuse de vous recevoir sur le plateau de À l'affiche. Alors vous publiez au Seuil votre 11e roman. C'est en fait l'histoire, vous racontez l'histoire d'un jeune orphelin qui est surnommé Petit Piment. C'est vrai que c'est plus simple que le nom en lingala. Redites-nous son nom en intégralité. Mais le nom en intégralité c'est Tokumi Sanzambe Pomose Moyindo Abotami Namboka Yabakoko. Rendons grâce à Dieu car le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres. C'est beau. Alors ce Moïse noir, qui est-il? On le suit en fait de l'orphelinat aux rues de Pointe-Noire. Quelle est son histoire? L'histoire de Moïse, qu'on appelle Tokumi Nzambe Pomose Moyindo Abotami Namboka Yabakoko, c'est l'histoire un peu de cette jeunesse congolaise abandonnée à son propre destin. Lui, il a été un orphelin. Il s'est échappé de l'orphelinat de Luango pour se retrouver dans les rues de Pointe-Noire. Vous savez, Pointe-Noire, c'est cette belle capitale économique du Congo-Brazzaville que je salue au passage, parce que vous savez que ces derniers temps, il y a quelques troubles dans cette ville et ça m'a fait très mal de voir que ça correspond au moment où je peins cette ville. Je peins Petit Piment dans les rues du Congo-Brazzaville pour montrer le désespoir d'une jeunesse qui se cherche un destin. Et Petit Piment cherche vraiment le destin de sa vie, aussi bien dans la rue que chez les prostituées du quartier 300 à Pointe-Noire. Oui, et en fait, le destin de Petit Piment, c'est aussi un prétexte pour vous de parler en arrière-plan du Congo. Qu'est-ce que votre récit raconte de l'histoire du Congo et de sa société? Non, mon récit raconte vraiment le Congo dans sa turbulence aussi bien idéologique, à l'arrivée du marxisme-léninisme, à l'installation même des pouvoirs de la dictature, et aussi au réveil même des petites populations pour aller demander peut-être une respiration. Petit Piment est le symbole de la liberté. Petit Piment, c'est le symbole de la marche, de l'errance. Donc, raconter l'histoire du Congo à travers Petit Piment, se dire que peut-être que le pays appartient au petit peuple, et que si on n'écoute pas ce petit peuple, eh bien, ce petit peuple pète, comme on dit, les plombs. Et Petit Piment a pété les plombs contre les autorités municipales, un peu comme ce que vous constatez actuellement dans l'actualité. C'est-à-dire que quand un peuple a été muselé, la première chose, quand il va se mettre à parler, c'est le mot liberté qui sort de la bouche. Et le mot liberté sort de la bouche de Petit Piment parce qu'il veut vivre une existence, parce qu'il veut retrouver les valeurs familiales. Et ce livre, c'est aussi peut-être la quête des valeurs familiales, parce que les autorités politiques n'ont pas pu donner à Petit Piment cette espérance qu'il attendait et cette liberté qui était vraiment attendue des autorités publiques. Oui, et c'est vrai que vous racontez tout ça avec beaucoup de légèreté. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre, mais vous abordez aussi des problèmes plus graves, et en particulier les conflits ethniques, ou aussi une réflexion sur la place de la femme. C'est un hommage aussi aux femmes du pays, et notamment dans un extrait que j'aimerais bien, si vous l'acceptez, que vous nous lisiez. Voilà, je suis content que vous le souligniez. Donc, dans cet extrait de Petit Piment dit... Non, je ne voulais plus regarder en arrière, j'assumais désormais mon égoïsme et je vivais ma liberté de chien errant dans une ville qui semblait tout broyer. Mais je devais survivre et j'allais tout faire pour cela, car après 3 années passées à comprendre les secrets de cette agglomération labyrinthique, j'ai découvert seul les endroits les plus populaires comme les quartiers Bloc 55, Muyonzi, Komapon, Mbota, Vungu ou Mongon-Kamba. C'est pendant ces instants de vagabondage que je me retrouvais dans le quartier 300 où je fis la connaissance d'une femme qui allait changer mon destin pour le meilleur ou pour le pire. Cela dépend de comment on apercevait les choses.
Donc c'est aussi cette nostalgie, je pense, de cette ville de Pointe-Noire qui, en elle-même, est une ville personnage, est une ville calme, est une ville de l'économie, est une ville de l'espérance. Je passe depuis plus de 3 livres mon temps à faire la topographie littéraire de la ville de Pointe-Noire à travers les personnages comme le petit Michel dans Demain j'aurai 20 ans ou mon propre personnage dans Lumière de Pointe-Noire et aujourd'hui Petit Piment dans ce livre pour montrer que peut-être que le roman africain contemporain est un roman de l'urbanité et du personnage marginal qui demande désormais sa place au cœur de la société politique. Et justement, dans ce roman africain, comme vous dites, il y a aussi une réflexion sur le langage. Dany Laferrière, que vous connaissez bien. Mon grand ami. Il était en fait récemment l'invité de cette émission à l'affiche. Pour le téléspectateur, je rappelle simplement qu'il est écrivain d'origine haïtienne et qu'il est membre de l'Académie française depuis peu. Et on lui a demandé évidemment ce qu'il pensait de votre livre Petit Piment. On l'écoute. Ah, merci. Son écriture est savoureuse. Je crois qu'il prend plaisir à écrire, à évoquer des sentiments, des sensations comme un enfant qui mange un fruit tropical. D'ailleurs, c'est là que je le rejoins. C'est un peintre primitif. Il met tout au premier plan et quelque part, c'est-à-dire il ne vous invite pas à entrer dans son univers, c'est son univers qui pénètre en vous. C'est un très grand ami et je trouve que Petit Piment est l'un de ses meilleurs livres. C'est vraiment un fruit tropical. On a envie de le dévorer. Alors, c'est beau, un fruit tropical, une langue savoureuse. C'est gentil parce qu'il m'a caché tous ces jolis mots. On s'est vu, on s'est téléphoné hier, il revenait de Montréal. Merci qu'il ait dit que Petit Piment est un fruit tropical. Et comme tous les fruits tropicaux, il faut peut-être aussi voir les conditions dans lesquelles ils ont mûri. Et je pense que Dany Laferrière et moi, nous partageons ce souci de pouvoir regarder de très près nos sociétés. Et nous parlons beaucoup, nous lisons beaucoup, nous échangeons beaucoup. Et peut-être que lui et moi avons la plus grande et longue correspondance entre écrivains. Si un jour on l'a publié, je pense que ça sera une histoire du monde francophone. C'est à faire. Hein. Et ce langage aussi dont vous parlez si bien dans ce livre, c'est aussi vraiment un langage très beau avec une très grande richesse culturelle. Vous parlez 7 langues du Congo, en plus du français et de l'anglais. L'Académie française vous a récompensé, vous a donné un prix pour l'ensemble de votre œuvre. Quel rapport vous entretenez avec la langue française ? Le rapport que j'entretiens avec la langue française, je dis toujours que je n'ai pas de problème avec la langue française et que c'est la langue française qui a des problèmes avec moi parce qu'elle cherche toujours à justifier pourquoi je mets ces expressions, pourquoi j'ai un côté savoureux, truculent. Moi, j'ai appris la langue française dans la rue, je l'ai ramassée comme les 7 autres langues africaines que je parle. Pour nous, la langue française n'a jamais été une langue de France, ça a toujours été une langue africaine parmi tant d'autres. Nous sommes même étonnés lorsqu'on arrive en France de voir que c'est ici qu'elle est massacrée. La langue française, pour moi, est une langue comme une autre. La seule différence, c'est que c'est la seule que j'utilise pour pouvoir écrire mes livres, parce que c'est grâce à elle aussi que j'ai pu entrer dans la littérature. C'est votre langue d'écriture. C'est la langue d'écriture, c'est aussi la langue de la colère, parce que quand mon père était fâché, il ne parlait plus le bembé, il ne parlait plus le lari, il ne parlait plus le téké, il parlait français. Nous savions que quand papa s'exprimait en français, ça veut dire qu'il était fâché. C'est pour cela que lorsque je vais être insolent et que je vais donner un message, je le fais en français, mais le Congo lira ça sous-titré en lingala, monokotoba, téké, kouyou, ils liront ce qu'ils liront. Alors, vous êtes né au Congo, vous avez vécu en France de nombreuses années, vous habitez aujourd'hui en Californie, aux États-Unis, 3 continents en 4 décennies. Finalement, c'est où chez vous ? Je pense qu'il y a des jours où parfois je me dis, mais où est-ce que je suis? Je dors et je me réveille dans un autre continent. C'est important de pouvoir porter le message à travers les continents. Je reste toujours dans la situation où l'Afrique, c'est mon continent d'origine. Le Congo, c'est mon pays d'origine. C'est mon pays de naissance. C'est mon pays du cordon ombilical.
quelle que soit l'eau de Javel avec laquelle on me lavera, je serai toujours le Congolais avec mon accent, avec mon impertinence, avec ma façon de danser ou de manger. Et puis la France, c'est le pays adoptif. Je suis passé par la France pour peaufiner ma culture congolaise, rajouter quelques doublures sur piqué. Et puis je suis allé en Amérique pour exercer une activité économique qui me permettrait de cajoler mes origines congolaises et peut-être même de poursuivre la couture de mon pays d'adoption qu'est la France. J'aime cette identité tricontinentale. Je suis un Congolais, je resterai Congolais, je mourrai Congolais. Mais je n'oublierai pas que j'ai aussi une part de la France et désormais une part des États-Unis, peut-être que demain, une part de l'Asie ou de l'Océanie. Et de loin, vous pouvez regarder les deux continents, c'est parfait. Voilà, tout à fait. Et on vous a demandé, avant de nous quitter, de nous recommander en fait une exposition, un conseil culturel, et vous avez choisi l'exposition Beauté Congo à la Fondation Cartier. Alors pourquoi ? Parce que c'est une des rares expositions qui redonne le goût vraiment du Congo. C'est une des rares expositions dans lesquelles on voit la vie. On n'a pas l'Afrique représentée sous sa forme caricaturale. Nous avons une Afrique faite par les Africains, pensée par les Africains et qui est sauvée par l'art. J'ai toujours tendance à dire que c'est l'art qui sauvera l'Afrique, et ceux qui regardent cette exposition Congo, ils verront non seulement la beauté du Congo, mais ce souffle à travers des scènes de vie courante, à travers des portraits les plus osés, les plus naïfs. Tout à l'heure, Dany Laferrière me traitait d'écrivain naïf, de peintre naïf. C'est un grand compliment que d'avoir une peinture naïve, et je dis merci à cette exposition que j'ai vue, que j'ai aimée, que je ne cesse de recommander aux gens. Et dont on a traité sur France 24, évidemment. Ah bah ouais, c'est le lieu. Mais oui, c'est le lieu. Merci infiniment, Alain Mabankou, d'avoir été notre invité. Merci. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi évidemment aux petits piments du service culture qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Et on se quitte comme promis avec des images de l'exposition que vous nous recommandez, Alain. Beauté Congo à la Fondation Cartier à Paris. À très bientôt.